Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons voir maintenant l'expérience de pensée sur la dilatation du temps. Donc c'est l'expérience assez classique où l'on a une horloge qui est en déplacement à vitesse v. Donc on va considérer l'horloge placée dans le repère K', X', Y'. Et notre horloge, elle va être constituée de deux miroirs plans, horizontaux, et une impulsion lumineuse, donc K', fait des allers-retours verticaux, donc un rayon lumineux ou une impulsion lumineuse. Une telle horloge, en pratique, ne sera pas très efficace, elle ne sera pas très pratique. D'abord parce que le rayon lumineux va extrêmement vite, et une électronique capable de compter des tops d'horloge aussi vite serait assez problématique. Ensuite, il faudrait, pour pouvoir faire fonctionner l'horloge, capter les allers-retours du rayon lumineux avec une cellule photoélectrique ou un capteur CCD, ce qui absorbe le rayonnement lumineux. De toute façon, même sans le capter, les réflexions par les miroirs ne sont jamais parfaites en pratique. Il y a toujours une petite absorption ou une diffusion, et donc il faudrait constamment régénérer le signal. Et il faut le régénérer sans introduire de délai, de retard ou d'avance dans le rayon lumineux, ce qui serait très difficile. Avec une grande précision, ce serait très difficile. Donc en pratique, c'est pas une très bonne horloge, mais pour une expérience de pensée, qui rappelons-nous, n'est pas une expérience réelle, mais un mode de raisonnement qui utilise les règles des postulats, comme l'invariance de la vitesse de la lumière, ce type d'horloge est plutôt pratique. Alors, mais la question se pose quand même, si on utilisait à la place d'une horloge lumineuse, une vraie horloge, une horloge à quartz ou une horloge atomique, est-ce qu'on aurait les mêmes phénomènes que nous allons décrire ici? La réponse est oui. Alors, on pourrait faire intervenir le fait que la plupart des systèmes, c'est le cas dans les horloges atomiques, utilisent des interactions qui sont rien d'autre que des interactions électromagnétiques et qui donc varient de la même manière que les phénomènes électromagnétiques. Mais il n'y a pas besoin de faire intervenir ça. Il suffit simplement de rappeler que l'invariance de la vitesse de la lumière, sa vitesse, C, est mesurée avec des vraies horloges. Et qu'on obtient une vitesse C invariante de cette manière. Nous l'avons vu dans les aspects historiques. Et donc, forcément, les vraies horloges sont en accord avec ce qu'on obtient avec une vitesse C, avec une impulsion lumineuse. Donc, ça serait la même chose, tout bêtement pour ça. Parce que ce sont ces horloges, les horloges immobiles de K', qui serviraient à mesurer cette vitesse, et donc les tops d'horloge. Alors, dans le référentiel K, dans K, l'horloge est en mouvement. Donc elle se déplace au cours du temps à la vitesse v. Et donc, le rayon lumineux parcourt un trajet en diagonale dans K. Ici, j'ai exagéré la largeur parce que ça voudrait dire que le miroir va drôlement vite, même plus vite que la lumière dans mon dessin. Le rayon ne peut pas être incliné à plus de 45 degrés. Mais c'est pour mieux voir. Donc le rayon, il fait ça, au fur et à mesure que les miroirs avancent. Alors, insistons un petit peu là-dessus. Pourquoi en diagonale? Parce que, après tout, là, il est vertical. Pourquoi en diagonale? Ben d'abord, rappelez-vous l'aberration stellaire. C'est exactement la même chose. Je pourrais répéter ce que j'ai dit pour l'aberration stellaire. Je peux vous donner un autre exemple aussi. Vous traversez une rivière avec du courant. Vous nagez perpendiculairement à l'eau. Donc par rapport à l'eau, vous vous déplacez perpendiculairement à la berge. Mais entraîné par l'eau, vous allez vous retrouver beaucoup plus loin. Ou à l'inverse, comme j'ai eu le cas il y a déjà quelque temps, en traversant le Loiret par la Loire. En traversant le Loiret à la nage, le courant était fort. Et donc, par rapport à l'eau, j'ai dû nager en diagonale pendant un temps assez long pour atteindre la berge pile en face. Donc c'est exactement le même phénomène qu'ici. On peut aussi se demander si ça marcherait, non pas avec des impulsions lumineuses, mais avec des ondes sphériques. Ben oui, parce qu'on aurait simplement une onde sphérique émise ici, et
cette onde sphérique s'agrandit jusqu'à arriver au point où elle est réémise ici et c'est reparti. L'onde sphérique grandit en même temps que l'autre miroir se déplace et cette onde sphérique se reflète avec les angles de réflexion habituels sur l'autre miroir. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que j'ai déjà lu les trucs les plus fous dans des raisonnements, où certains disent que, mais puisque l'horloge se déplace, le rayon lumineux devrait rater l'horloge. C'est idiot. Dans K', il rebondit entre les deux miroirs et ne rate pas l'horloge. Pourquoi est-ce que dans K, il raterait l'horloge? C'est les mêmes événements. Rappelez-vous le postulat d'universalité. Décrivons ça de manière un petit peu plus formelle maintenant. Donc dans K', la lumière fait un trajet aller-retour sur une distance, une hauteur L'. En un temps, aller-retour, qu'on va noter T'. Dans K, elle parcourt donc un trajet en dents de scie, de distance D et de hauteur L. L'horloge se déplaçant à vitesse V. Alors on a déjà vu, elle a duré aller-retour était. On a déjà vu, dans les expériences de pensée précédentes, d'où l'importance de l'ordre de ces expériences de pensée, que pour les directions transversales, il n'y a pas de changement. Donc L égale L'. C'est déjà une chose. On a dit que, ici, le rayon faisait un aller-retour en la durée T'. Et donc on doit avoir 2L' égale C fois T', la vitesse de la lumière, C. Et puisque l'horloge se déplace à vitesse grand V, pendant la durée d'un aller-retour, D, elle se déplace de V fois T. Enfin, on a un triangle qu'on peut découper en deux triangles rectangles. On peut appliquer ce postulat euclidien sur que l'espace obéit à la géométrie habituelle, l'espace à un instant donné. Donc, une trajectoire tracée dans le repère spatial XY, on peut appliquer le théorème de Pythagore, et on a L carré plus D demi carré, donc pour un triangle rectangle, est égal à la diagonale, c'est-à-dire la vitesse de la lumière étant invariante, C fois T demi, un demi-trajet, au carré. On triture un petit peu tout ça, et on en tire T égale T' fois 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Ce facteur est tellement rencontré en relativité qu'on lui a donné un nom spécial, on écrit gamma, avec la lettre grecque gamma, il est appelé le facteur gamma. Si on regarde sa valeur en fonction de la vitesse de K', on constate qu'il vaut 1 pour de petites vitesses, donc et puis il croît très fortement quand on approche, et file vers l'infini, quand on approche de la vitesse de la lumière. Et donc ce facteur est notable. Ce facteur est toujours supérieur ou égal à 1, et il devient notable, suffisamment grand, que pour de très grandes vitesses, 200 à 250 000 km par seconde. En dessous, les vitesses peuvent être considérées comme faibles ou assez faibles. Alors, donc on a T égale T' fois gamma, supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire qu'un top d'horloge donné, de l'horloge ici, sera plus long, mesuré dans K. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. On peut maintenant faire le raisonnement réciproque et dire, mais qu'en est-il du temps qui s'écoule dans K, mesuré dans K'? On peut faire le raisonnement réciproque. On place l'horloge non plus dans K', mais dans K.
K est en mouvement à vitesse V dans l'autre sens, mais peu importe, il déplace sa vitesse V par rapport à K', on effectue exactement le même résultat, et on arrive à T' égale T fois gamma. La dilatation du temps est donc réciproque. Chacun voit le temps de l'autre ralenti. Notons que ce n'est pas comme pour une montre qui serait détraquée, ou une montre qui serait affectée par le mouvement, et qui serait plus lente. Parce qu'une montre qui retarde, elle va plus lentement qu'une autre horloge, mais l'autre horloge va plus vite que la montre. Ici, les deux vont plus lentement. C'est réciproque. C'est peu intuitif. Mais c'est conforme au principe de relativité, qui dit que les deux repères doivent être équivalents. Si l'un constate que le temps de l'autre est dilaté, l'autre doit constater la même chose. Mais on a quand même un truc incompatible. Parce que si je veux inverser l'autre relation, j'obtiens T' égale T divisé par gamma, et non pas fois gamma. Pourquoi cette incompatibilité? Mais d'abord parce qu'en réalité, l'expérience est différente. Dans un cas, j'ai mis l'horloge dans K', dans l'autre, j'ai mis l'horloge dans K. Le rayon fait des allers-retours verticaux dans K', tandis que dans l'autre cas, c'est dans K qui fait des allers-retours verticaux. La situation est différente. Notons que pour cette situation-là, on mesure le temps s'écoulant dans K', on le mesure dans K. Le point important, c'est que dans K', on mesure le temps écoulé au même point. Le rayon fait un aller-retour et on est toujours au même point. Le départ et l'arrivée sont au même endroit. Tandis que dans K, le rayon lumineux fait une diagonale, et donc on mesure le temps T en deux endroits différents. Retenons bien ça pour la suite, c'est important. Alors, nous avons besoin de trouver les transformations des coordonnées. Mais celles-ci doivent être inversibles. C'est le postulat de groupe. Les transformations des coordonnées de K vers K' doivent être l'inverse des transformations de K' vers K. Ce n'est pas ce qu'on a ici. Mais on voit que la position intervient. Quelque part, dans les transformations, on doit avoir aussi la position qui intervient quand on transforme le temps. Ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention avec la dilatation du temps. Puisque inverser la relation ne marche pas, il faut voir dans quelle situation on se trouve. Si le temps est mesuré deux fois au même endroit dans K', alors la dilatation du temps est perçue dans K. Il faut faire gaffe. C'est une source de confusion fréquente chez les amateurs et même parfois dans de mauvaises vulgarisations. Il faut être prudent. C'est d'ailleurs pour ça que les transformations que nous cherchons sont les transformations de Lorentz. C'est pour ça que souvent je conseille non pas d'utiliser ces formules de dilatation du temps ou autres qui, bien que simples, peuvent conduire à des erreurs de raisonnement. Je conseille plutôt d'utiliser les transformations de Lorentz elles-mêmes, que nous verrons. Un autre détail important, c'est que puisque cette dilatation du temps est réciproque, principe de relativité, on ne peut pas considérer qu'un des repères indique un meilleur temps que les autres. Et le temps dépend de qui le mesure. Donc, il n'y a plus d'horloge universelle battant le rythme de toute chose. Il n'y a plus de temps absolu. C'est quelque chose qui est très contre-intuitif. C'est très difficile de se débarrasser de cette idée d'une espèce d'horloge universelle qui dicte l'écoulement du temps de tout l'univers. Ce n'est pas le cas. De plus, on a vu, la position doit intervenir quelque part.
Ça introduit une notion de localité. On en reparlera. Le temps n'a de sens que localement, en un point, dans un repère donné. Parce qu'il dépend de la physique de ce qui se passe en ce point. C'est la meilleure idée de se dire. Le temps dépend de la physique à l'endroit où le temps s'écoule. Voilà pour la dilatation du temps. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons la prochaine expérience de pensée, celle qui concerne un peu le pendant de ceci, à savoir la contraction des longueurs. Je vous remercie.